D'abord, merci pour l'invitation et en ce qui concerne, j'allais dire, les nouveautés par rapport à la rentrée qui arrive, septembre 2023. D'abord, nous avons essayé de mettre en place un pacte que nous avons intitulé un plan de transformation et d'accélération du système universitaire marocain. Et nous avons puisé en quelque sorte un peu toutes les réflexions, d'abord des orientations de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, en ce qui concerne le capital humain en particulier, mais aussi, je dirais, l'importance de la jeunesse que nous avons dans notre pays, et puis également du projet gouvernemental et tous les grands projets d'investissement que nous avons réalisés, que nous sommes en train de réaliser pour essayer de les accompagner pour que notre capital humain soit, je dirais, concomitant avec les besoins, mais aussi anticipant des grands besoins de la société. Mais nous avons également, dans cette approche, essayé de faire en quelque sorte converger notre système universitaire vers les standards internationaux qui aujourd'hui sont en train de se mettre en place. Il y a des pays qui sont bien en avance, les anglo-saxons en particulier, mais tous les systèmes universitaires sont en train de converger vers ce standard. Alors, que dit ce standard? Le standard, il dit qu'il faut absolument miser, je dirais, tout l'effort que nous avons, il faudrait le mettre au service de la capacitation. La capacitation, l'empowerment des jeunes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des transformations qui sont considérables. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, les contraintes et les défis et je dirais les soubresauts de l'économie mondiale, elles sont devenues la règle. Voilà, on sort du Covid, on rentre dans les guerres, personne ne sait ce qu'on va avoir dans les mois, dans les 2 mois qui vont arriver. Et puis d'un autre côté, il y a également toutes les transformations sur le plan technologique. Personne n'avait imaginé, comme en 2007 ou en 2006, lorsque l'iPad est arrivé, lorsque le smartphone est arrivé, on est maintenant dans une deuxième phase qui est encore plus profonde, qui est l'intelligence artificielle. Qui aurait pu parler de ChatGPT il y a 3 mois, il y a 4 mois? Aujourd'hui, on est au cœur de ces transformations qui vont bouleverser tout ce que nous connaissons depuis un bon moment, dans les domaines de l'éducation, dans les domaines des sciences, dans les domaines de la mobilité, dans les domaines de l'énergie. Tout ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui vont être touchés par l'intelligence artificielle et par les data science, en tout cas par le digital dans sa globalité. Et donc, nous avons, comme vous le savez, essayé de co-construire un modèle de l'université marocaine qui vise le standard international dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est vraiment aller progressivement vers une pédagogie, vers des formations et une recherche scientifique et innovante qui vont converger vers ce que j'appelle cet empowerment et cette capacitation des jeunes, parce que c'est ça la clé de la réussite. Comme vous le savez, un jeune peut venir dans les bancs de l'école, il peut recevoir des formations disciplinaires, mais le plus important, c'est comment il va les utiliser et comment il va faire face à toutes les transformations que nous sommes en train de vivre. Et d'où, je dirais, l'apprentissage par le moyen du gavage, je m'excuse de le dire de manière encore plus vulgaire, mais c'était un peu la norme de ce que nous avions dans le temps, et qu'aujourd'hui, vous trouvez tout sur Internet. Vous pouvez utiliser aujourd'hui un smartphone, je dirais même plus tard, ou dans très peu de temps, juste des lunettes qui vont vous permettre de recevoir toutes les informations que vous souhaitez. Donc l'accès à l'information n'est plus un problème. Donc ça ne sert à rien d'apprendre par cœur. Par contre, c'est qu'il faut être méthodique et qu'il faudrait savoir exactement ce qu'il faut connaître et comment aller chercher l'information. Donc voilà, une fois que j'ai décrit, je dirais, ce contexte, nous avons co-construit ce qu'on a fait les assises régionales. On a fait 12 régions, plus la 13e région avec les Marocains du monde. Nous avons nourri la feuille de route qui était tracée dans le nouveau modèle de développement, qui était tracée dans le projet gouvernemental avec les orientations de Sa Majesté.
Et puis qu'aujourd'hui, nous l'avons décliné. Nous l'avons décliné de manière concrète. Et qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que finalement, les formations en particulier que nous avions jusqu'à maintenant, beaucoup d'entre elles sont devenues obsolètes. Et là, je vise les formations qui sont dans les établissements à accès ouvert. Et c'est là où on a le vrai gisement de la jeunesse. Nous avons 88% de notre jeunesse qui se trouve dans des établissements à accès ouvert. Ça veut dire les facultés de droit, d'économie et de gestion, les facultés des lettres, des sciences humaines et sociales, les facultés des sciences. Et c'est là où il va falloir qu'on fasse un effort de telle sorte de réduire ces taux d'échec et en même temps préparer la jeunesse marocaine pour les défis de demain. Donc nous avons travaillé avec tous les ministères pour leur demander quelles sont leurs visions pour les années 2026 et 2030, avec la CGEM, avec tous les groupements socio-économiques pour essayer de nourrir notre je dirais, besoin en termes de formation dans tous les domaines. Sciences humaines et sociales, leur importance aujourd'hui est indiscutable. Ce que nous vivons aujourd'hui comme transformation, il n'y a que les sciences humaines et sociales qui vont nous aider à y faire face. Il y a aussi l'informatique avec l'intelligence artificielle, avec la data science, en tout cas avec tous les éléments du digital qui sont en train de se faire, mais également tout ce qui est droit, tout ce qui est économie, tout ce qui est gestion, parce que c'est des transformations colossales. Et puis dans les facultés des sciences et techniques, bien évidemment, les fondamentaux scientifiques restent valables parce qu'on n'a pas de rupture sur le plan scientifique. J'allais dire, toute la physique et toutes les mathématiques aujourd'hui sont, j'allais dire, je dirais pas les mêmes, mais sont connues et sont des fondamentaux. Mais, bien évidemment, leur utilisation a complètement changé et c'est ça ce qu'on a essayé de faire. Donc, à la rentrée prochaine, pour répondre à votre question, à la rentrée prochaine, nous allons modifier, en tout cas nourrir encore, enrichir toutes les formations que nous avons. Nous sommes dit, on va reposer tout sur une feuille blanche et puis on va dire qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour nos enfants, pour les années à venir. Mais je voudrais rappeler que ce travail-là n'est pas fini parce qu'aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle, on parle de ChatGPT. Je suis persuadé que dans 6 mois, que dans 1 an, peut-être dans les mois à venir, pour ne pas citer d'années, nous allons être obligés de refaire d'autres réformes. Parce que la réforme devrait être le cœur de notre métier, parce que nous sommes aujourd'hui dans un système international, un écosystème international, qu'il soit sur le plan économique, sur le plan, je dirais, énergétique, sur le plan hydrique, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, les stress que nous sommes en train de vivre, nous allons être amenés à continuellement adapter, réadapter notre système de formation pour qu'on puisse être au niveau de ce qui se passe aujourd'hui sur le plan international. Il y a une vraie concurrence sur le plan international, sur la ressource humaine qu'il faut intégrer. Que ce n'est plus ce qu'on avait dans le temps, ce n'est pas la machine elle-même. Vous pouvez regarder aujourd'hui, les 10 premières entreprises dans le monde ne sont pas du tout des entreprises industrielles. Ce sont toutes des entreprises qui sont dans l'innovation, dans les nouvelles technologies, pour simplifier, dans la GAFA. Et comme cet élément, il faut absolument prendre part dans ce développement international. En gros, comment vous posez la question de qui nous dit que la réforme que nous sommes en train de faire va réussir et va être la bonne pour notre pays? Je vous répondrai tout simplement ce dont on est sûr, ce dont je suis sûr. Si on ne fait rien, on est, on est dans la situation actuelle. Si on fait quelque chose, peut-être qu'on va réussir. Tout simplement parce que nous ne pouvons pas regarder les autres en train de faire et puis nous, on s'assoit tranquillement. On dit en général, celui qui n'avance pas, en réalité, il recule. Ça ne veut pas dire qu'il va garder sa place. Il recule parce que les autres, ils avancent. Et non, moi, je n'ai aucune certitude. Personne
aucun homme politique ne pourra vous dire parce qu'il fait une réforme que c'est sûr que ça va marcher. Ce dont on est sûr, si on ne fait rien, c'est que ça ne va pas marcher et que ça ne marchera pas. Donc maintenant, il va falloir qu'on agisse. Il ne faut pas être pessimiste. Je crois que notre pays a donné l'exemple au monde entier. Sous le leadership de Sa Majesté, nous avons vu comment notre pays est considéré, nous avons vu comment on a franchi le Covid, comment tous les pays supposaient que nous sommes des pays moins riches, moins développés qu'eux et qu'on allait peut-être s'écrouler. Et ce n'est pas vrai. Nous avons vu ce qui s'est passé. Nous avons vu, et j'aime bien donner cet exemple aux jeunes, la Coupe du Monde de football. Personne, même nous-mêmes, nous n'y croyons pas. Et pourtant, ben voilà ce qu'on a fait, on aurait pu aller en finale, on aurait pu gagner. Maintenant, on est dans une dynamique, on peut gagner. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à transmettre à nos enfants. Qu'il faut être sûr de soi-même, bien évidemment modestement, mais qu'il faut agir. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, le digital en général, le cerveau humain, il est le même. Vous avez un cerveau au Maroc, vous avez un cerveau dans n'importe quel pays de notre continent africain, il est le même que celui qui est dans le continent américain ou le continent européen. Tout dépend de ce que vous y mettez. Et bien évidemment, quand vous y mettez des choses avec une croyance, vous y arriverez. Il n'y a pas de raison. Les Coréens, les Japonais, je vais vous donner les exemples sur le plan international. Ils ont cru en eux-mêmes. Aujourd'hui, nous devons croire en nous-mêmes parce que toutes les cartes sont en train de se redistribuer. Voilà, nous vivons, comme je l'avais dit tout à l'heure, des contraintes extraordinaires, mais que nous avons aussi de vraies opportunités. Et c'est ça qui fera de nous un pays développé ou pas. C'est comment on va utiliser. Et nous avons la grande chance, que peut-être d'autres nations n'ont pas, c'est qu'on a une caractéristique de la jeunesse qui est une caractéristique presque linéaire, jusqu'à 2045-2050. Et c'est là que les pays se développent. Les pays se développent parce qu'ils profitent de leur jeunesse. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons accès, il faut juste qu'on se mobilise et qu'on soit optimiste. Et puis surtout, d'y croire, de croire qu'on a nos étoiles également, et que c'est maintenant que les choses sont en train de se faire. Moi, je reste persuadé, et je ne le dis pas tout simplement parce que je dirige un grand département ministériel, je le dis, j'y crois fortement. Je crois que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans notre système universitaire marocain, c'est exactement ce qu'il faudrait faire dans tous les pays voisins. Je parle des pays voisins du Nord, qui aujourd'hui nous regardent également ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire une révolution grâce j'allais dire, au concours de tous les enseignants-chercheurs qui sont de qualité, à tous les administratifs et techniciens de nos universités, parce que tout le monde a compris aujourd'hui que si nous ne bougeons pas, eh ben, nous allons continuer sur voilà, ce que nous sommes, et nous allons rester comme les gens peut-être nous imaginer de l'autre côté. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie compétition sur le plan des ressources humaines et qu'on a tous les moyens pour le faire. On a des stars universitaires marocaines. On a des jeunes qui aujourd'hui finissent des doctorats d'excellente qualité. Regardez comment les gens du Nord nous prennent nos enfants. Ils s'adaptent avec une facilité extraordinaire, que le Marocain est devenu j'allais dire, une cible des recruteurs sur le plan européen parce que il est agile, il est capable de pouvoir s'insérer dans toutes les sociétés. Et je pense qu'on peut réussir si, bien évidemment, on y met l'optimisme qu'il faut et le cœur qu'il faut. Bien évidemment, pour réussir toute réforme, il faudrait avoir d'abord un capital humain interne aux universités. Ça veut dire tous les enseignants-chercheurs et le personnel administratif et technique qui soient à la hauteur de la mission. J'allais dire que je dirais que c'est un cercle qui se mord la queue et qu'il faut absolument avoir un capital humain de qualité pour créer et produire un capital humain de qualité. Et pour qu'il y ait un capital humain de qualité, il faudrait qu'il y ait une ambiance de travail qui soit une ambiance saine, une ambiance motivante, et qu'il faut aussi que la considération
des enseignants-chercheurs et du personnel soit à la hauteur de la mission qu'on souhaite. Et donc, lorsque ce gouvernement est arrivé donc, aux responsabilités, nous avons décidé de pouvoir traiter cette question du statut de l'enseignant-chercheur pour essayer d'abord de le mettre au niveau des attentes que nous mettons sur leurs épaules. Et donc nous avons travaillé avec tous les syndicats pour essayer de trouver un accord. C'est ce que nous avons fait pour changer le statut des enseignants-chercheurs, pour le valoriser davantage, et que ce statut, aujourd'hui, il va rentrer en application dans les prochaines semaines. Il est maintenant dans sa phase finale. Je voudrais profiter de cette occasion, encore une fois, pour remercier, j'allais dire, tous les partenaires, mais encore notre chef de gouvernement et le ministère des Finances, qui ont soutenu ce travail, qui finalement, nous sommes en train de faire une réforme qui est plutôt globale. C'est comment, je dirais, modifier positivement l'écosystème universitaire pour qu'il devienne plus attractif pour les jeunes dans le métier, pour qu'ils deviennent enseignants-chercheurs, donc c'est le doctorat, et que ce doctorat, nous le rénovons également parce qu'il faut le mettre dans les standards internationaux. Un doctorat, ce n'est pas un diplôme comme les autres. C'est le plus haut diplôme, je dirais, qui existe dans l'enseignement supérieur mondial, et qu'il faut le mettre à ce niveau-là, qu'il faut le mettre à ce registre-là, et que nous avons apporté un certain nombre de modifications, parce que aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de changements sur le plan international. Il faut que les jeunes s'habituent à vivre dans des laboratoires pour qu'il y ait une culture d'imprégnation dans le système universitaire, et puis aussi de pouvoir faire une mobilité internationale, parce que vous savez que l'université est ouverte et qu'il faut absolument aller chercher l'ouverture sur le plan international, également national, parce que nous avons introduit la mobilité nationale, et que ces éléments-là vont pouvoir nous donner des docteurs de bonne qualité, et bien évidemment des professeurs de bonne qualité, et je continue encore avec des jeunes lauréats de bonne qualité, qui eux-mêmes vont devenir des éducateurs dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles, et que nous essayons en quelque sorte, de renouveler ce potentiel humain qui a fait le bonheur de ce pays. Dans les années 50, 60, 70, 80, 90, nous avons eu un système universitaire d'excellente qualité. Mais en fait, cette excellence venait plus particulièrement, et j'allais dire, de la ressource humaine, des professeurs d'excellente qualité, qui aujourd'hui, beaucoup sont partis à la retraite, d'autres sont en train de partir à la retraite, et nous voulons profiter de ces gens-là, avant qu'ils partent à la retraite, qu'ils nous renouvellent cette génération, et qu'on puisse faire cette transmission pour que notre système universitaire continue à être le plus résilient possible, le plus réactif possible, et encore une fois, ne pas jouer que sur la concomitance, il faut jouer aussi sur l'anticipation. Alors pour revenir à la question de l'attractivité du doctorat, et que bien évidemment nous souhaitons que les meilleurs jeunes de Bac+5 viennent faire un doctorat, et que pour ça, bien évidemment, il faut avoir une motivation. Ce que nous avons fait dans le cadre de ce pacte ESRI, c'est ce qu'on appelle les doctorats de nouvelle génération. Ces doctorats de nouvelle génération, nous avons convenu, c'est dans le budget 2023, 1000 doctorants, qu'on appellerait doctorants moniteurs, qui vont avoir une bourse d'études de 7000 dirhams par mois, et avec un supplément quand ils feront de la mobilité internationale, de telle sorte de pouvoir amener les meilleurs pour faire des doctorats, et pour que peut-être demain, venir aussi enseignant-chercheur. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, le doctorat sur le plan international ne mène pas forcément et à 100% qu'à l'enseignement. Il peut aussi mener dans des activités industrielles, dans des grands groupes ou des petits groupes qui font de la recherche-développement. Et donc, ces 1000 vont pouvoir être attribués donc, prochainement pour qu'on puisse renouveler ce tissu de recherche que nous avons, et puis alimenter nos laboratoires de recherche avec des doctorants de bonne qualité,
Et nous estimons qu'on va attirer les meilleurs masters, les meilleurs ingénieurs et peut-être d'autres domaines pour qu'ils puissent venir dans les laboratoires et se consacrer qu'à leur doctorat, pas autre chose, parce que souvent maintenant, on a beaucoup de jeunes doctorants qui travaillent en parallèle, qui ont peut-être des bourses très, très faibles et qui ne peuvent pas vivre avec. Donc, nous avons essayé de prendre les mesures qu'il faut. Bien évidemment, tous les autres jeunes peuvent faire un doctorat qui n'est pas financé. Ça va continuer comme avant. Mais en tout cas, nous ciblons sur ces 1000 pour qu'ils puissent renouveler. Vous savez qu'on va avoir des départs à la retraite d'ici 2026. D'ici 2026, on va avoir 5000 professeurs qui vont partir à la retraite, qu'il faut absolument les renouveler, c'est le tiers de nos enseignants-chercheurs, et qu'il faut les renouveler, mais les renouveler avec des doctorants de bonne qualité, que eux-mêmes, ceux avant qu'ils partent à la retraite, qui vont les former, qui soient d'abord linguistiquement à la hauteur, qu'ils soient avec les compétences digitales qu'il faut, qu'ils soient aussi avec les compétences transversales, parce que quand vous mettez un enseignant-chercheur devant des étudiants, il faut qu'il soit un coach, un expert, et qu'il soit en quelque sorte quelqu'un qui est capable de former, mais en même temps aussi d'avoir l'approche qu'il faut pour discuter avec les jeunes et pour pouvoir les motiver et leur donner les conditions de travail les plus optimales possibles. Je pense que c'est un sujet qui est posé pratiquement dans tous les écosystèmes universitaires dans le monde. Aujourd'hui, nous savons que nous avons beaucoup de jeunes qui viennent de familles modestes et que bien évidemment qu'il faut aider pour qu'ils puissent faire des études et aussi bien évidemment s'émanciper dans leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Nous avons, lorsque nous sommes arrivés dans ce gouvernement, lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, il y avait à peu près 385 000 bourses par année pour les jeunes. Nous l'avons monté à 400 000 la première année, 401 000 plus exactement. Et puis encore, le budget 2023, nous l'avons fait passer à 421 000. Donc chaque année, à peu près 20 000 bourses supplémentaires. Parce que quand on dit 20 000 comme ça, peut-être que l'opinion publique ne mesure pas l'effort. 20 000, c'est presque 250 millions de dirhams que nous mettons pour justement essayer d'aider les étudiants les plus fragiles, les étudiants qui viennent de familles modestes, qui finalement se retrouvent, pour la plupart d'entre eux, se retrouvent dans les établissements à accès ouvert, parce que, vous savez, quand vous êtes pauvre, eh ben, vous ne pouvez pas accéder, en tout cas, vous aurez plus de difficultés à accéder aux écoles d'ingénieurs, aux ENCG, aux facs de médecine, etc. Donc l'inclusion, c'est aussi une réflexion que nous menons à l'intérieur de notre département ministériel. Voilà, on augmente. Mais la question peut toujours être posée. Est-ce qu'on diminue le nombre et on donne des bourses plus importantes? Ou est-ce qu'on garde le nombre important et on essaie de toucher tout le monde? Ça, c'est un débat qui n'est jamais tranché. C'est un débat de société auquel peut-être qu'il faut qu'on continue j'allais dire un peu à le faire mûrir. Mais regardez, par exemple, parce que il n'y a pas que la bourse elle-même, que notre gouvernement a constaté que, en ce qui concerne le logement universitaire, les cités universitaires, aujourd'hui, nous avons en gros même pas 100 000 lits pour 1 250 000 étudiants. Bon, tous les étudiants ne cherchent pas à se loger parce que beaucoup ils sont de la même ville, dans les grandes villes universitaires, mais nous savons que les jeunes qui viennent du rural, qui viennent de petites villes, ont besoin d'être logés. Mais nous n'avons que 100 000 places. Et dans les 100 000 places, dans les cités universitaires, nous avons environ 60 000 cités universitaires. Les autres, c'est les internats et puis le privé. Et qu'on a un déficit qui est important, qu'aujourd'hui, nous essayons de combler. Nous avons visé dans notre gouvernement 300 000 lits d'ici 2030. Donc nous avons lancé, là, il y a une semaine, un appel à manifestation d'intérêt pour que le privé vienne investir dans les cités universitaires et puis que nous, le département ministériel, dont notre département est en train de mettre en place un certain nombre de cités universitaires. Mais il faudrait qu'il y ait le concours de tout le monde, le concours des collectivités locales, en particulier les villes, mais aussi les provinces, les régions,
pour qu'on puisse tous participer à cet effort. Nous avons commencé un exemple concret avec la ville d'Oulmès. Ils vont construire des logements pour leurs étudiants dans les villes de Kénitra et les villes de Salé, et que je souhaiterais que cet exemple puisse être généralisé pour que toutes les collectivités locales puissent travailler avec notre ministère, trouver le foncier qu'il faut pour essayer de construire des lits pour que les jeunes puissent vivre dans l'université. Et j'en profite pour dire qu'on ne fait pas de la cité universitaire juste pour que les étudiants puissent avoir un lit. C'est le prolongement de la scolarité et des études. Parce que nous avons compris, et j'ai parlé tout au début, de l'empowerment et de la capacitation des jeunes. Lorsque les jeunes viennent à l'université, c'est aussi une expérience de vie. Cette expérience, bien évidemment, plus ils la passent dans les grandes villes universitaires, dans les grands campus universitaires, plus elle est meilleure. Et que les jeunes qui vont vivre dans une cité universitaire, c'est que finalement, ils sont en train d'être formés, même s'ils ne sont pas dans l'amphithéâtre, parce qu'il y a une vie tout autour, une vie de théâtre, de musique, de rencontres et aussi de sport. Et c'est ça le prolongement. C'est pour ça que dans le pacte ESRI, nous défendons les campus universitaires. Et bien évidemment, nous ne défendons pas les petites antennes qui peuvent se trouver dans n'importe quel endroit. Je pense que ce n'est pas tout à fait juste vis-à-vis des jeunes qui sont de familles modestes. Il faut que les familles modestes, les enfants des familles modestes, on puisse leur donner la chance de pouvoir faire des études à Rabat, à Marrakech, à Tanger, à Meknès, à Fès, à Agadir, dans les grandes métropoles, pour que ces jeunes puissent vivre une vraie vie universitaire. Et bien évidemment, tout autour d'un campus, il sort de l'amphithéâtre, il va aller travailler dans une bibliothèque avec ses amis, il va aller discuter avec ses amis sur un sujet quelconque, ils vont faire du sport, ils vont faire de la musique. Et c'est ça le campus universitaire, de telle sorte qu'il y ait une ambiance. Et que quand on arrive à l'université à 17, 18 ans, on sort à 23, 24 ans, voire plus, c'est ça la vraie vie. Les rencontres qui se passent, de telle sorte de développer la résilience, l'autonomie, voilà, tous les soucis qu'un être humain peut avoir, vaut mieux qu'il les traverse à un moment de l'âge où il est plus agile, il est plus dynamique. Et c'est ça que nous défendons, c'est les campus universitaires pour donner la chance à tous les jeunes de pouvoir, je dirais, démarrer leur vie estudiantine et plus tard, bien évidemment, leur vie personnelle. D'abord, il n'y a pas d'université sans recherche, parce que sinon, c'est un lycée. Et bien évidemment, la recherche fait partie intégrante du dispositif. D'ailleurs, on appelle les professeurs, on les appelle des enseignants-chercheurs. Ça veut dire qu'ils ont la moitié du temps en enseignement, la moitié du temps en recherche. Et que vous parlez de 1% du PIB, il y a des pays qui sont à 4%, à 5%. Il faut quand même rester, il faut garder la mesure. Nous ne sommes pas un pays très riche. Il est riche par sa jeunesse, il est riche par j'allais dire, son système monarchique, par sa dynamique nationale, par sa stabilité, et qu'il faut absolument profiter de tous ces ingrédients pour construire un écosystème. La recherche, elle est j'allais dire, le moteur du développement des universités. Nous avons bien évidemment des chercheurs d'excellente qualité. Vous savez que lorsque vous regardez le classement d'un certain nombre de chercheurs marocains, vous verrez que nous n'avons pas à rougir. Mais bien évidemment, nous avons des efforts considérables encore à faire, compte tenu des transformations que nous avons aujourd'hui. Ce que nous avons essayé de faire dans ce pacte ESRI, c'est d'abord de réunir nos forces. Nous allons créer ce qu'on appelle des instituts de recherche thématiques. Voilà, ce qui vont démarrer en 2023, c'est des instituts sur l'eau, sur l'énergie, sur l'intelligence artificielle, sur les sciences humaines et sociales, pour essayer de voir que nous avons des compétences. Par exemple, si je prends le cas de l'eau, vous avez des grands chercheurs qui se trouvent à Oujda, qui se trouvent à Marrakech, à Fès, à Rabat, à Agadir, et qu'il faut essayer de réunir ensemble pour qu'il y ait
une communauté de scientifiques qui travaillent ensemble sur des thématiques ensemble et que l'État peut commander en quelque sorte des projets avec eux. Et que nous allons nourrir avec les étudiants doctorants, les doctorants moniteurs dont j'ai parlé, les doctorants de nouvelle génération qui sont financés, pour essayer d'accompagner ce mouvement. Le maillon le plus important dans la recherche, c'est les doctorants. Je pense que, j'allais dire, les spécialistes comprendront de quoi je veux parler. C'est le maillon le plus important de la recherche, c'est le doctorant, qu'il faut motiver, qu'il faut choyer, qu'il faut attirer pour qu'il soit dans nos laboratoires. Et que, bien évidemment, il faut y mettre les moyens. Cette année, nous sommes en train de mettre de gros moyens pour essayer de développer le projet prioritaire et qui concerne beaucoup d'entre eux, qui concernent tout ce qui est souveraineté nationale, que ce soit sanitaire, qu'elle soit hydrique, qu'elle soit énergétique, et essayer de jointer, en quelque sorte, de coupler cet effort avec tous les efforts des grandes entreprises, des grands groupes marocains, comme l'OCP, comme Managim, comme l'ONE, comme tous les grands groupes industriels, pour essayer de converger tous ensemble pour faire une recherche optimisée avec les moyens de tout le monde. Mais rien que notre ministère met en place plus de 600 millions de dirhams que notre gouvernement a octroyé à ce ministère, de telle sorte de pouvoir la développer. Vous avez vu que notre gouvernement a également mis 300 millions de dirhams pour la recherche dans le milieu socio-économique, dans l'industrie, dans les entreprises, et que tous ces efforts-là vont dépasser finalement plus d'1 milliard de dirhams entre 2023 et 2024, qui vont en quelque sorte donner les moyens. Mais je reste persuadé, ce n'est pas toujours question de moyens, c'est aussi question de projet, question de stratégie, parce qu'on ne peut pas traiter toutes les questions. Je prends par exemple juste aujourd'hui les développements qui se passent sur le plan international, que ce soit dans l'intelligence artificielle ou que ce soit dans l'informatique quantique, en tout cas dans les grands domaines. Et que le Maroc tout seul ne peut pas mener des recherches, je dirais, de rupture dans tous les domaines. Mais par contre, il peut prendre une place dans un niveau, dans un étage, et que la stratégie, c'est celle-là. C'est essayer de se positionner de telle sorte de pouvoir répondre à de vraies questions. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui sont très innovantes et qu'il faut accompagner et qu'il faut croire en soi pour dire que, oui, il y a des ruptures, il y a des brevets, il y a des innovations que nous pouvons faire nous-mêmes parce que nous connaissons les problématiques. Aujourd'hui, les problématiques du Sud, il n'y a que les gens du Sud qui vont pouvoir la connaître. Vous savez qu'il y a des problématiques dans notre continent africain et que nous devrions être capables d'y répondre avec, bien évidemment, nos frères du continent africain, de telle sorte de pouvoir, j'allais dire, réagir et réagir le plus rapidement possible. Notre pays a la chance, j'allais dire la grande chance d'être géographiquement positionné là où il est. Il est entre, j'allais dire, l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient. Je pense qu'on est pour ça un pays central. Nous devons absolument, j'allais dire, être conscients de notre positionnement géostratégique, géopolitique, et que, bien évidemment, nous sommes le lien entre toutes ces régions, la Méditerranée, l'Atlantique, et puis nous avons le continent africain, et nous avons bien évidemment nos frères également du Moyen-Orient et du Maghreb. Et nous sommes dans une position, cette position-là, elle est jalousée, et qu'il faut bien évidemment la mettre en œuvre. Nous avons dans le cadre du rapport du nouveau modèle de développement et dans le cadre du projet gouvernemental, l'idée en tout cas l'ambition, d'être le hub universitaire du continent africain. Et le hub universitaire, ça veut dire qu'il y a, j'allais dire, des relations des deux côtés, du côté européen, mais du côté africain, mais également du côté donc, de l'Est. Et pour ça, il faut absolument que l'université soit capable d'abord d'imaginer des formations qui sont en adéquation avec les besoins de tout cet environnement, et puis en même temps de pouvoir aussi offrir les services qu'il faut pour pouvoir les amener. Nous allons
faire d'abord commencer par le cas de tout ce qui est formation dans les domaines de la santé, la médecine, le dentaire, la pharmacie, parce que nous, notre continent en a grandement besoin. Vous savez qu'avec la crise de l'Ukraine, nous avons appris qu'il y a 50 000 de nos jeunes Africains qui font des études en Ukraine dans les domaines de la santé. 50 000. Alors vous imaginez que si le Maroc met en place, j'allais dire, les compétences qu'il faut, les moyens qu'il faut pour attirer juste 10 000 ou 15 000, nous avons en quelque sorte une position centrale parce que nos frères des pays africains ont besoin de médecins, ont besoin de dentistes, comme nous d'ailleurs, avec la couverture généralisée qu'a lancée Sa Majesté, que Dieu l'assiste. Nous devons absolument d'abord couvrir nos besoins, mais nous devons aussi, c'est ça notre devoir, de pouvoir aussi répondre aux besoins de notre continent africain. Donc la coopération internationale, elle est multiple, elle doit être multiple, elle doit être diversifiée, elle doit être entrante et sortante. Vous avez vu que pour les doctorants de nouvelle génération, on impose une mobilité d'1 année sur les 3 années de formation pour avoir cette ouverture et puis aussi avoir cette imprégnation du monde qui nous entoure. Si on vise les standards internationaux, il faudrait qu'on connaisse ces standards internationaux, il faut qu'on vive avec. Et vous savez, un doctorant qui fait aujourd'hui une mobilité d'1 année dans un laboratoire international, d'abord, il va être en relation avec ses homologues de son âge, qui eux-mêmes sont doctorants, qui demain deviendront des professeurs, demain deviendront des dirigeants, comme ces doctorants eux-mêmes deviendront des professeurs chez nous, deviendront des dirigeants chez nous. Et c'est ça le soft power, c'est ça aussi les compétences qu'il faudrait importer, qu'il faudrait exporter. Et je pense que notre pays a montré dans toute son histoire cette ouverture internationale dans tous les volets, un pays stable, un pays qui est riche par son histoire et par sa culture.